Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de l'hémétophobie. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie depuis toute petite. Aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours eu cette phobie. En tout cas, c'était déjà le cas quand j'étais vraiment tout enfant, étant donné que j'interdisais même à mes parents de prononcer le mot. Donc il y avait des mots proscrits, du vocabulaire du genre vomir, vomi, tout ça. Enfin, tout le champ lexical de cette phobie. Donc j'annonce tout de suite, mais je pense que vous vous en doutez qu'il y a un trigger warning hyper important pour les personnes comme moi qui sont hémétophobes, étant donné qu'on va parler de la phobie en elle-même, mais aussi des situations, du fait de vomir, etc. Donc si tu es sensible à ce sujet et que ça t'angoisse, je t'invite à skipper cette vidéo, ou du moins faire attention à toi. Le plus important, c'est que tu te sentes à l'aise et que cette vidéo puisse éventuellement t'aider, et pas tout l'inverse. Donc concrètement, je vais déjà commencer en faisant une petite définition de ce qu'est l'hémétophobie. Alors, je vais rien inventer, hein, je vais simplement lire la définition que j'ai trouvée sur internet qui me semble être beaucoup plus simple à comprendre que si je l'avais écrit avec mes propres mots. Donc l'hémétophobie, par définition, c'est une peur irrationnelle des vomissements. Selon les personnes, celle-ci peut se traduire par la peur de vomir, d'être nauséeux, d'entendre ou de voir vomir quelqu'un, d'être vu en train de vomir ou de s'imaginer en train de vomir. Donc c'est pas juste le fait d'avoir peur de vomir, c'est tout l'ensemble de toutes les situations qui peuvent faire penser de près ou de loin au fait de vomir, au fait d'être malade. Du coup, c'est super handicapant parce que dans la vie de tous les jours, on peut être confronté à ce genre de situation tout le temps, que ce soit nous, en nous sentant mal, ou les autres quand les personnes sont malades, ou dans les films, sur internet, dans la rue, chez le médecin, etc. Bref, il y a plein d'endroits qui sont hyper triggering pour les personnes comme moi. Enfin, pour pas dire partout en fait, parce que même chez moi, finalement, cette phobie est tout le temps constante, et c'est bien le problème avec cette phobie. C'est une phobie qui est finalement assez répandue, mais dont on parle peu, qui est très peu pris en considération, que ce soit par les gens en règle générale, les gens du moins qui ne sont pas concernés par cette phobie, mais aussi par le corps médical, qui estime que c'est pas forcément handicapant, alors que si ça l'est. Je vais parler en mon nom, mais je sais que pendant longtemps, j'avais énormément de problèmes quant au fait de sortir, de voir du monde, de m'alimenter aussi. Pareil, je tiens à informer qu'il y aura un trigger warning par rapport au TCA, étant donné que l'hémétophobie peut être directement reliée au TCA. Donc si tu as des soucis à ce niveau-là, n'hésite pas à avancer la vidéo ou à la skipper totalement. Je sais que quand j'étais plus jeune, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si ça va un peu mieux et que j'ai travaillé énormément sur cette phobie, il y avait énormément de choses, je dis beaucoup énormément, désolée, que je pouvais pas faire, ou du moins qui étaient hyper anxiogènes pour moi, comme des choses toutes simples de la vie de tous les jours, par exemple toucher les poignées de porte, prendre des transports en commun, aller à l'école, aller faire les courses, manger aussi. Manger, c'est compliqué quand on est hémétophobe, surtout quand on est vraiment hémétophobe sévère, parce que tout devient hyper stressant. Manger gras, manger épicé, trop manger, pas assez manger, enfin bref, toutes les choses qui peuvent déclencher un tant soit peu de nausées ou de malaise. C'est hyper triggering et hyper anxiogène. Baba, t'as mis les écouteurs? Faut croire que oui. Ah, juste petite chose, si jamais vous entendez du bruit en arrière-fond, c'est mon chéri qui est dans le salon et mes chiens qui risquent d'aboyer. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus, même si je le dis dans chaque vidéo, à chaque fois que je tourne chez moi. Donc oui, je me refusais énormément de choses, par exemple des sorties. C'est vrai qu'à l'époque j'avais énormément de mal, surtout à l'automne en période de gastro. Déjà aller à l'école c'était hyper compliqué, et sortir aussi c'était compliqué, voir du monde, faire la bise juste c'était proscrit. Enfin voilà, tout devenait compliqué. En dehors de chez moi, et même chez moi, dans ce qui était censé être un lieu sécurisant pour moi, mais en fait, le problème avec ce genre de phobie, c'est qu'on n'est jamais dans un lieu safe, parce qu'on peut se sentir mal à tout moment, et les personnes autour de nous peuvent se sentir mal à tout moment, bref, et c'est un cercle vicieux parce qu'on est constamment en train d'y penser, constamment en train de se faire des scénarios, et du coup c'est hyper invalidant et handicapant dans la vie de tous les jours, parce que c'est pas comme, par exemple, je suis aussi arachnophobe, mais en dehors du fait que je panique quand je vois une araignée,
Le reste du temps, j'y pense pas énormément, donc c'est vrai que même si ça arrive fréquemment qu'il y ait une araignée dans le coin de ta chambre ou de ton salon, etc., je veux dire, c'est quand même nettement moins handicapant dans le sens où c'est pas quelque chose qui est constamment dans ta tête et qui est en fond, peu importe les actions que tu es en train de faire ou les choses que tu es en train de manger. Enfin bref, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Je sais que j'ai aussi énormément agacé mes proches en étant hyper vigilante par rapport aux dates de péremption. Par exemple, je sais que sur certains produits comme les yaourts, bon maintenant j'en mange plus énormément étant donné que je suis végane, donc tous les produits laitiers et tout ça, la viande, le poisson, c'est quelque chose qui était extrêmement anxiogène pour moi. Alors c'est pas pour ça que je suis devenue végane, mais disons que ça a peut-être joué aussi le fait que j'arrive à m'en détacher totalement, parce que j'avais toujours peur qu'il y ait des risques de salmonellose ou tout simplement que la viande soit pas assez cuite ou que les yaourts soient plus bons, etc. Et donc du coup d'être malade, ce qui fait que parfois même des ingrédients qui étaient encore bons plusieurs jours, enfin, théoriquement, même un yaourt qui est passé de quelques jours, il est encore mangeable, je le sais très bien, mais psychologiquement, c'était pas possible de me dire de manger quelque chose en dehors de la date de péremption, voire même quelques jours avant, c'était pas possible. Je sortais même les emballages de la poubelle parce que même si je faisais énormément confiance à mes proches, j'avais besoin de le voir moi-même, de voir les dates, de sentir les aliments avant de les cuisiner. Enfin bon, bref, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment handicapant, qui a pas l'air comme ça et comme dit, qui est pas du tout pris en considération, mais c'est une phobie qui est vraiment, je sais même pas comment dire, disons qu'elle te pourrit la vie du début à la fin, et c'est difficile quand on te dit ouais mais faut juste pas y penser ou tu verras ça va passer avec l'âge, moi aussi à ton âge j'étais comme ça, je pense pas, non, je pense vraiment pas parce que c'est pas une phobie, partir du principe que déjà une phobie ça ne se guérit pas comme ça disparaît pas en grandissant, ce serait déjà une bonne chose. Il y a quand même énormément de thérapies qui sont créées pour ce genre de problème. C'est pas pour rien. Il y a une différence entre avoir peur de quelque chose ou pas aimer vomir, par exemple, et l'hémétophobie à proprement dit. Ça n'a rien à voir. Personne n'aime vomir, je le sais. Ça, je l'ai assez entendu toute mon enfance, toute mon adolescence. Je m'en doute, mais c'est totalement différent. Il faut vraiment mettre à part le fait de pas aimer vomir et le fait d'être terrorisé à l'idée de vomir. C'est juste les deux extrêmes. Hein. Faut remettre les choses dans leur contexte et à leur place. Donc oui, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique dans le sens où ça va avoir tendance à isoler la personne qui est concernée par cette phobie. Il y a des risques de déscolarisation, dans les cas extrêmes bien sûr. Bon, moi ça a été mon cas, mais pas forcément qu'à cause de l'hémétophobie, c'était un ensemble de choses anxiogènes et bref, de dépression, etc. Mais ça en faisait partie et je pense que l'hémétophobie a aussi accéléré ou du moins aggravé mes épisodes dépressifs et encore aujourd'hui c'est le cas, même si c'est quand même nettement moins grave qu'à l'époque. J'arrive quand même à avoir un semblant de vie normale, mais fut un temps c'était terrible parce que je me privais de tout. J'avais l'impression d'être complètement prisonnière en fait de mon corps et de mes peurs. Je me restreignais dans tout, que ce soit l'alimentation, les sorties, les activités, etc., le contact avec les autres, alors que j'en avais vraiment envie, mais je ne me le permettais pas. Et c'est pour ça aussi que c'est un réel handicap, parce que c'est vraiment cette sensation d'être prisonnier de ton propre corps et à la merci en fait de tes peurs. Et c'est terrible de vivre avec ce genre de problème. Je pense que ça coule de source, dit comme ça. Je suis tombée sur un article aussi assez intéressant que je vous mettrai en description alors je sais pas si ça se dit le CERN ou le Cairn. Du coup, je vais vous le lire parce que je trouvais quelques passages très parlants et très intéressants qui seront certainement mieux expliqués qu'avec mes propres mots. Surtout par rapport au fait que cette phobie-là, comme beaucoup de phobies sociales, oui, parce qu'en fait, l'hémétophobie est directement liée à ce qu'on peut appeler une phobie sociale. En tout cas, la phobie sociale peut découler de l'hémétophobie. Donc ça crée des gros problèmes de contact en fait avec les autres, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé mentale et sur la vie en règle générale. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, moi ça a clairement aggravé ma dépression et mon anxiété. J'ai moins de problèmes par rapport au TCA, mais ça a aussi une incidence, étant donné que parfois c'est réellement problématique et j'ai du mal à me nourrir, surtout quand j'ai vomi récemment. Ça a été le cas il n'y a pas longtemps, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, je vais vous lire 2 passages de l'article en question. L'hémétophobie est répertoriée dans les phobies spécifiques des classifications médicales contemporaines et relèverait plus d'une phobie de situation que d'une phobie d'objet.
Ça semble évident étant donné que c'est pas quelque chose de tangible et c'est plutôt, comme ils le disent, une situation qui est anxiogène, des pensées qui sont anxiogènes et pas, comme je disais tout à l'heure, par exemple avec l'arachnophobie, une araignée ou je sais pas, avec les serpents, un serpent. Voilà, donc c'est quelque chose qui est constant et qui tourne en fait dans la tête des personnes concernées, H24. Elle a souvent été seulement considérée comme une comorbidité, manifestation d'accompagnement. En particulier, les auteurs ont remarqué sa fréquente association avec 3 autres types de troubles anxieux, donc comme je disais tout à l'heure, la phobie sociale, l'agoraphobie et le trouble panique. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, c'est le genre de phobie en fait qui vous isole de tout et qui vient finalement créer d'autres problématiques derrière et d'autres phobies, d'où le fait qu'elle soit hyper invalidante et qu'elle soit assez grave finalement, c'est grave en fait, tout simplement. Ces troubles anxieux pourraient débuter par une hémétophobie avant d'évoluer vers leur forme complète. Donc oui, voilà, c'est exactement ça, c'est le fait de, par l'hémétophobie, par la peur de vomir, ou bref, tous les éléments cités plus tôt qui sont liés à la hémétophobie, ça peut évoluer vers une forme beaucoup plus complexe finalement et plus complète de phobie sociale. D'où le fait que c'est pas à prendre à la légère du tout, parce que déjà en soi l'hémétophobie est extrêmement lourde à porter, et en plus avoir des problèmes de phobie sociale derrière, c'est d'autant plus compliqué, de par l'isolement, de par la peur de l'autre, de par la peur de sortir, de par la peur de tout finalement. En fait, tout devient extrêmement anxiogène, tout devient effrayant, la vie devient effrayante, donc vraiment c'est pas un plaisir du tout de vivre avec cette phobie. Je pense que ça se sent d'ailleurs. Je suis désolée aussi si je suis pas hyper enjouée comme d'habitude, parce que déjà c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder pour moi, parce que c'est hyper triggering. Après ça va, j'arrive à en discuter sans trop de problèmes, ça m'angoisse pas spécialement d'en parler, mais c'est juste que c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui a été et qui est toujours un handicap dans ma vie de tous les jours, et forcément d'en parler c'est pas hyper agréable, donc je suis pas hyper pumped up là comme d'habitude aussi, et je pense que ça doit jouer, non c'est sûr même. C'est la 3e fois avec mon chéri qu'on est isolé à cause du Covid, et du coup en fait j'en profite d'être isolée pour tourner cette vidéo. Et comment dire, je suis pas dans le meilleur mood possible, sachant que pour l'instant, en l'occurrence, je ne suis pas malade, mais bref, le Covid, comme j'expliquais dans ma vidéo sur la santé mentale, ça a été quelque chose de très compliqué à vivre, surtout en 2020. Et le fait d'y être confrontée de nouveau, d'être confrontée une fois tous les 6 mois, ça me fout le moral en l'air. Je fais absolument rien de mes journées si ce n'est que dormir et m'occuper de mes chiens et de mes rats, en gros, parce que c'est la seule chose importante, entre guillemets, que j'ai à faire, la seule obligation que j'ai à faire. J'arrive pas à me concentrer sur le travail, même sur la vidéo. En fait, il est genre, je sais pas quelle heure il est, il doit être 19h. J'avais prévu de tourner en début d'après-midi et j'ai dormi tout l'après-midi en fait pour que le temps passe plus vite, parce que j'ai hâte d'être sortie de cette merde. Donc bref, je suis vraiment désolée, je suis pas hyper enjouée, mais je voulais quand même tourner cette vidéo parce qu'elle est super importante pour moi, et du coup j'en profite maintenant que j'ai le temps, parce que je vais avoir le temps, j'ai le temps de la tourner et je vais avoir le temps de la monter aussi, donc c'est parfait. Je vais continuer du coup à lire l'article. Je vous rassure, il est plus très long, mais je trouvais ça intéressant de lire en partie ce qui était écrit pour pouvoir rebondir dessus et parler, pouvoir souligner certains sujets, certains aspects de l'hémétophobie que je trouve très importants et qui sont pas du tout pris en considération, et qui peuvent avoir des répercussions assez graves en fait sur la vie des personnes concernées. Donc il est quand même dit que le symptôme peut devenir très invalidant sur le plan social, you don't say. Par exemple, l'adolescent craignant de vomir en classe, qu'un de ses camarades vomisse, ou plus simplement d'attraper au contact des autres adolescents une gastro-entérite contagieuse, ma vie, tellement ma vie, finit par se déscolariser. Le retentissement sur la vie sociale et professionnelle est sévère. Oui, parce qu'on parle de l'école, parce que la plupart du temps, c'est plutôt les personnes adolescentes en fait qui en parlent, parce que ça devient vraiment un problème déjà, ça peut déjà être un problème étant enfant, c'était le cas pour moi. Moi, ça s'est vraiment aggravé à la période de l'adolescence. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et c'est d'autant plus difficile en étant adulte d'en parler, vu que c'est une phobie qui est assez moquée et dont on a honte. Justement parce que les gens n'arrêtent pas de nous dire que c'est normal d'avoir peur de vomir, donc on finit par minimiser en fait l'importance que peut avoir cette phobie sur notre vie, mais ça veut pas dire que en tant qu'adulte, même si on n'en parle pas, c'est pas un problème dans la vie de tous les jours, pas du tout, hein. Si la phobie n'est pas, si on travaille pas sur la guérison
de cette problématique-là. En fait, on guérit pas comme ça du jour au lendemain, comme on a déjà pu me le dire en mode oui, tu verras, quand tu grandiras, ce sera plus un problème. Moi aussi, j'avais peur de vomir. Non, en fait, non, c'est faux. C'est totalement faux. Il faut sortir ça de la tête. C'est comme les troubles anxieux, la dépression, etc. S'il n'y a pas un travail en amont qui est fait, que ce soit avec un psychologue ou même seul, hein, je dis pas qu'il y a obligatoirement besoin de faire une thérapie pour ça. Enfin, c'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, vous vous réveillez et hop, je suis plus hémétophobe, génial. Non, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est là, qui est ancré et qu'il faut réussir à désancrer finalement. C'est des habitudes qu'il faut réussir à perdre et à remplacer par des choses et une vision beaucoup plus saine de ce qu'est en l'occurrence l'acte de vomir, qui est oui effectivement naturel et qui est un besoin du corps, mais c'est pas parce qu'on le sait et qu'on nous le dit que du jour au lendemain un matin on va se réveiller avec ce truc de ah bah oui en fait je suis trop conne, en fait j'ai pas peur de vomir c'est bien MDR. Non, sortez-vous de ça de la tête s'il vous plaît. Arrêtez de dire ça aux personnes qui en plus ont du mal à se dévoiler et qui ont du mal à parler de leur phobie, parce que c'est une phobie qui est extrêmement difficile à mettre en avant vu qu'elle n'est pas du tout prise au sérieux, que ce soit par les autres, les proches, la société en règle générale et le corps médical. Donc quand quelqu'un vous parle de cette phobie ou de n'importe quelle autre phobie, finalement, quand quelqu'un se livre sur une bataille et sur un combat qu'il mène, sur quelque chose dont il a vraiment peur, ne vous foutez pas de sa gueule et surtout ne minimisez pas en fait l'impact que ça peut avoir sur sa vie. C'est juste, ne faites pas ça s'il vous plaît. C'est encore pire en fait et c'est encore plus destructeur pour la personne que vous avez en face de vous. Donc je continue l'article. Le retentissement sur la vie sociale et professionnelle est sévère et les activités de loisirs souvent restreintes à cause des stratégies d'évitement et de protection adoptées pour se protéger. Les défenses contraphobiques sont complexes et lourdes de conséquences. Donc, environ la moitié des femmes évitent les grossesses par crainte des nausées et des vomissements qui pourraient survenir. Donc oui, ça aussi c'est un sujet à prendre en compte, c'est que beaucoup de femmes, pas parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir d'enfants, moi pour ma part je sais pas, enfin bref c'est un autre sujet, mais c'est pas, enfin pour l'instant je me pose pas encore réellement la question de si je vais avoir des enfants ou non. Pour l'instant c'est plutôt non, mais bref, ça aussi c'est à prendre en considération parce que moi je sais que c'est quelque chose qui m'angoisse depuis toujours à partir du moment où j'ai été, ah voilà, ça c'est mon copain qui est en train de tousser derrière. Ça va le Covid? À partir du moment où j'ai commencé à être en âge, comme n'importe quelle jeune fille, à me demander si je voulais des enfants plus tard, avant même de me poser la question de si j'en avais envie, je me disais oh, mais si je suis enceinte en fait je vais vomir, donc non, je veux pas être enceinte, je veux pas d'enfant, parce que j'avais peur en fait des vomissements et des nausées matinales, enfin des nausées de grossesse. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Ça peut réellement poser problème pour une femme dans sa vie de future mère, ou en tout cas de potentielle future maman, parce que la phobie peut être telle est tellement importante que elle ne se voit même pas être enceinte, pas par manque d'envie d'avoir des enfants, mais parce que la phobie prend le pas sur l'envie d'avoir des enfants. Donc oui, c'est un problème aussi qui je trouve est très grave. Encore une fois, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi on prend pas plus cette phobie en considération. Notez un petit peu d'agacement dans ma voix, je crois, et dans ma façon de me comporter. 75% des patients n'ont pas une alimentation normale et adoptent des rituels alimentaires spécifiques pour se protéger des infections ou restreignent leurs apports. Donc comme je disais tout à l'heure, le fait de pas vouloir manger trop sucré, trop salé, trop gras. Je sais que quand j'étais petite, par exemple, c'était compliqué, je faisais des crises. J'ai eu des crises d'anorexie mentale. Aussi, je me restreignais déjà étant enfant dans ce que je mangeais, dans les quantités que je mangeais. Je sais que par exemple, je buvais pas spécialement de soda, je mangeais pas de bonbons et de trucs comme ça. Pareil, tout ce qui était sucré, enfin que dont les autres enfants raffolaient, j'en mangeais pas parce que j'en avais pas spécialement envie, mais parce que j'avais peur d'être malade. Donc ouais, c'est quelque chose qui est, comme dit, ancré depuis longtemps la plupart du temps et qui fout la merde en fait jusqu'à dans ton alimentation, qui est quand même la chose la plus importante, une des choses les plus importantes dans une vie d'être humain. Donc oui, c'est, voilà, une fois de plus, pas à prendre à la légère. Les symptômes psychiques associés prennent une place importante. L'évolution peut se faire vers des attaques de panique dans 40% des cas si l'angoisse ne parvient pas à se réguler. Les patients développent également une anxiété sociale par peur de vomir en public qui peut mener jusqu'à l'agoraphobie. Donc ça reflète bien la problématique de la phobie sociale qui peut découler de l'hémétophobie.
C'est pas moi qui le dis, hein, c'est cet article et en l'occurrence les scientifiques qui se sont sentis assez concernés ou qui en avaient quelque chose à faire pour faire une étude sur ce sujet. Donc voilà, j'invente rien, les personnes hémétophobes n'inventent rien, c'est réellement un handicap. Je pense que n'importe qui de sensé qui entend ou du moins qui lit cet article se rendra compte que oui, ça a un réel impact dans la vie de tous les jours. Donc c'est cette sensation, comme dit, d'être prisonnier de son propre corps et d'être privé de tout, de se priver de tout, mais d'un autre côté, il y a une ambivalence entre le fait de vouloir faire les choses, de vouloir profiter de la vie et de pas se l'autoriser par peur de vomir, ce qui est complètement idiot. Enfin, je dis pas que l'hémétophobie est quelque chose d'idiot, hein, c'est juste que c'est idiot dans le sens où on sait pertinemment que c'est pas la fin du monde, que vomir c'est naturel, que tout le monde vomit, etc. Mais malgré ça, malgré la prise de conscience, malgré le fait d'être conscient que c'est pas quelque chose de grave, c'est un problème. Et c'est un handicap, c'est un blocage complet dans la vie de tous les jours. Et c'est terriblement frustrant et fatigant et déprimant de se dire que on passe à côté d'énormément de choses dans notre vie à cause de cette phobie, à cause de cette peur. Et je sais que pour le coup, ça a joué énormément dans du coup mon problème de phobie sociale, mes problèmes d'anxiété généralisée, de troubles paniques et de dépression, c'est clair et net. Souvent, les personnes hémétophobes sont des personnes qui vomissent rarement parce qu'elles sont tellement conditionnées par leur cerveau que même lorsqu'elles sont malades, en fait, elles n'arrivent pas à vomir. Moi, c'est le cas. Je sais que la dernière fois que j'ai vomi, bon là c'était il y a quelques semaines, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi, c'est parce que du coup j'étais encore dans le mood entre guillemets. Mais souvent les personnes hémétophobes sont des personnes qui vomissent très peu, étant donné que oui, elles sont conditionnées par leur cerveau. Je sais que moi-même en étant malade, je n'arrive pas à vomir, même quand je me sens mal, quand j'ai des nausées et quand mon corps essaye de régurgiter, ça ne sort pas, il y a un blocage complet. Pour le coup, quand on a des crises comme ça de nausées ou de vomissements, c'est horrible, pour ma part, c'est quelque chose qui est, je sais pas comment le dire, mais c'est une angoisse tellement forte que je sais pas, je n'ai même pas les mots en fait pour expliquer à quel point c'est quelque chose de terrible d'être face à la situation en elle-même, de se sentir mal, de savoir que tu vas vomir, c'est juste l'enfer sur Terre en fait. Pour moi, c'est vraiment la pire chose qui existe au monde. Je sais, c'est un peu fou et égoïste de dire ça, mais vraiment, quand je suis dans des moments comme ça où je me sens mal, plus rien ne compte en fait. C'est vraiment terrible. Je n'arrive pas à me ressaisir et à me dire que c'est ok, que ça va aller et tout ça. C'est très très compliqué. Même si aujourd'hui ça va nettement mieux parce que j'ai énormément travaillé dessus aussi en thérapie. Et même sur moi-même, et de par les épisodes de nausées et de vomissements que j'ai pu avoir, où je me suis rendu compte que quand ça arrive, c'est pas aussi terrible que ça. Une fois que c'est passé, ça va mieux, que j'en suis pas morte et que je peux le gérer, on va dire à peu près correctement. Mais voilà, il n'empêche que la dernière fois que j'ai vomi, c'était il y a quelques semaines et j'avais pas vomi depuis 8 ans. Pas parce que je me suis jamais sentie mal entre, mais juste parce que mon corps me l'interdit, mon cerveau me l'interdit. Et depuis quelques temps, j'ai des soucis à cause de mes règles, étant donné que je suis, alors pas diagnostiquée, en tout cas pas officiellement diagnostiquée ayant une endométriose, mais il y a quand même de grandes chances que ce soit le cas. En tout cas, mon gynéco reste persuadé que c'est ça. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais ce qui fait que pendant mes cycles, en tout cas pendant mes règles, j'ai des douleurs qui sont, vous vous en doutez, hein, si on parle d'endométriose, c'est que en l'occurrence j'ai des douleurs qui sont assez terribles, et la douleur est tellement forte qu'elle me provoque des vomissements, en tout cas des nausées, enfin des régurgitations de par la douleur. C'est pas que je me sens mal, c'est vraiment que la douleur est tellement forte que mon corps a besoin d'extérioriser cette douleur, et la façon la plus simple d'extérioriser, c'est de vomir, et je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je vais avoir le geste de régurgitation. Alors, je suis désolée là c'est un peu dégueulasse en l'occurrence, désolée pour les détails, mais je vais avoir tendance à régurgiter juste de l'eau, mais je n'arrive pas à vomir parce que mon corps, mon cerveau me bloque l'action en fait. Même avec le mécanisme qui est enclenché, je ne vomis pas. C'est extrêmement frustrant parce que dans ces moments-là, je sais que c'est la seule chose qui pourrait éventuellement calmer la douleur. Et d'un autre côté, je me dis que même si la douleur est atroce, je préfère encore ne pas vomir. C'est nettement plus supportable de souffrir le martyre, d'avoir des douleurs terribles que de vomir. Enfin bref, c'est toujours très compliqué.
Et ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, vous vous en doutez, tous les mois. Donc, c'est hyper anxiogène, stressant de se dire que chaque mois, on attend la prochaine. Donc, vraiment, c'est au top d'être hémétophobe quand on est atteint d'endométriose et qu'on a des épisodes de vomissement. C'est un cercle vicieux qui n'arrête jamais. Oh non, j'espère que c'est pas le Covid. Il y a aussi quelque chose... Alors, je sais pas si c'est le cas de toutes les personnes qui sont hémétophobes, mais je sais que moi, j'ai très très peur d'être seule quand je vomis. Parce que j'ai aussi entendu dire que l'hémétophobie était indirectement reliée à la peur de mourir. Et j'ai atrocement peur de mourir, j'ai atrocement peur de perdre mes proches. Et le fait de me sentir mal, j'ai toujours l'impression en fait que ça va me tuer en fait. J'ai l'impression que je vais mourir, c'est à peu près la même sensation, d'où le fait que je sois hyper anxieuse quand ça arrive. Et du coup, j'ai du mal à me retrouver seule. Enfin, je sais que la solitude, en fait, j'aime bien être seule, j'apprécie être seule, mais de par ma phobie, j'ai énormément de mal à me retrouver toute seule parce que j'ai toujours l'impression que quand je vais être isolée, quand je vais être seule, je vais avoir envie de vomir, je vais vomir et du coup, je vais être toute seule pour gérer ça. Et c'est encore plus anxiogène. Et le fait d'être hyper anxieux, ça fait que tu penses à fond à tout ça, tu te fais des films, des scénarios, etc. Donc t'es encore plus angoissée. Et quand t'es angoissée, t'as envie de vomir. Quand t'as envie de vomir, t'es super angoissée. Donc bref, c'est un cercle vicieux. Donc le fait d'être seule, c'est très compliqué pour moi. Mon chéri, pour le coup, avec son travail, est souvent en déplacement. Alors un peu moins ces derniers temps parce qu'il y a eu le Covid et que du coup il y a le télétravail, etc. Mais je sais que à chaque fois qu'il part, je pensais qu'avec le temps ça irait mieux, que je m'y ferais, que j'allais m'habituer, tout ça, que ça allait m'apprendre à me débrouiller toute seule. Mais non, en fait, c'est de pire en pire. Quand il s'en va, c'est vraiment hyper déroutant, anxiogène, enfin tous les termes négatifs que vous voulez, vous pouvez les glisser là-dedans. Parce que j'ai peur que ça arrive à ce moment-là, j'ai peur d'être seule quand ça arrive, parce que voilà, je sais pas gérer toute seule. J'ai cette peur panique que ça arrive quand je suis pas accompagnée des personnes de personnes de confiance. Donc c'est aussi un poids énorme pour mon entourage parce que y a cette espèce de dépendance en fait. Je sais pas si on peut dire que c'est de la dépendance affective, non, pas vraiment. Enfin c'est une dépendance à cause de ma phobie. Et c'est réellement chiant en fait, que ce soit pour moi ou pour mes proches. Parce que voilà, c'est déjà arrivé que en pleine nuit, j'appelle mon chéri alors qu'il est à l'autre bout de la France et qu'il peut rien faire en fait. Il peut pas prendre la route, il peut pas prendre l'avion, il peut pas rentrer et de l'appeler parce que j'étais paniquée, parce que je me sentais mal et tout ça. Alors que en plus, il se passe parfois comme 18 ans avant que je revomisse entre chaque épisode. Donc il y a pas, en fait, je veux dire, la probabilité que ça arrive la nuit ou les 2 nuits où mon chéri n'est pas là est presque nulle, mais voilà, parce que j'ai tellement peur que ça arrive, je finis par me sentir mal et du coup je panique et je fais une crise d'angoisse et du coup j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à m'alimenter quand il est pas là, enfin bref, c'est un bordel pas possible. Voilà. Donc oui, en plus d'être un poids atroce pour la personne qui est concernée, c'est aussi, et je dis pas que vous êtes un poids pour les personnes de votre entourage, mais en tout cas, cette saloperie de phobie est un poids aussi pour les personnes de votre entourage, en tout cas pour les personnes qui sont concernées ou qui sont proches d'une personne hémétophobe. Ça, c'est indéniable. Je voulais revenir sur l'épisode que j'ai eu il y a pas très longtemps où j'ai revomi. Depuis 8 ans, c'était pas arrivé. Pour vous contextualiser un peu la chose, en fait, on est allé manger au restaurant avec mon chéri et avec des amis et c'était à 1h30 de route dans les Vosges. Et on a passé une super soirée. J'ai pris un jus de tomate et j'ai bu, je sais plus, un regret, je crois. Enfin bref, beaucoup de liquide et des choses qui sont assez acides et assez agressives pour le ventre. Mais c'est des choses que j'ai l'habitude de manger et de boire, donc ça m'a pas fait baliser ou quoi au moment où je l'ai consommé. J'allais très très bien, je me sentais très très bien. On a passé une super soirée. Et au moment de reprendre la voiture, du coup, vu qu'on était en montagne et la route de nuit, plus les virages, plus le fait que de nuit, je vois très mal à cause de ma vue de merde, je me suis sentie mal. Pendant une demi-heure, j'ai essayé de faire des exercices de respiration et tout ça, d'ouvrir la fenêtre et ça allait. Et il y a un moment donné où, je sais pas, ça a basculé, mais genre 30 secondes, où il y a eu un virage de trop, je pense, et où j'ai dit à mon chéri que je me sentais pas très très bien, mais j'étais pas encore en mode je vais vomir, j'étais juste dans la phase, le moment où vous sentez que vous vous sentez pas trop top en voiture, mais ça va, c'est gérable quoi. J'étais passée juste au cran au-dessus de me dire, va peut-être falloir à un moment donné qu'on s'arrête pour que je puisse marcher et prendre l'air, mais il s'est passé littéralement 30 secondes entre le moment où j'ai dit ça à mon chéri, entre je me sens pas très bien, il m'a demandé est-ce que tu veux que je m'arrête
Et j'ai à peine eu le temps de lui répondre oui. Heureusement, il y avait une aire, un endroit pour pouvoir se stationner à, je sais pas, genre 10 mètres plus loin. Heureusement, parce que sinon ça aurait été une catastrophe. J'ai eu le temps d'ouvrir la portière et j'ai vomi directement. Enfin, d'abord, j'ai régurgité comme j'ai l'habitude de régurgiter pendant mes règles. Donc, je me suis dit que ça allait être suffisant et que j'allais pas avoir besoin de vomir à proprement dit. Mais j'ai senti rapidement que ça suffisait pas. Donc, je suis sortie de la voiture. Et là, je fais pas de dessin. Mais ça s'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps, en fait, d'angoisser. J'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai pas eu le temps de me faire un scénario ni rien. Et du coup, ça s'est bien passé, en fait, sur le moment. J'étais super fière de moi. Ça a duré vraiment, genre, en plus, je sais pas, 2 minutes, quoi. Donc, et après, ça allait tout de suite mieux. Vu que j'étais pas malade par quelque chose que j'avais mangé ou quoi, c'était juste à cause de la route. Du coup, le fait d'avoir vomi, je me sentais beaucoup mieux. Donc, j'ai marché un peu, j'ai pris l'air, on a repris la voiture et ça allait super bien. Je voulais même manger parce que du coup, j'avais faim, mais je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même pas abuser. Vu que j'étais malade avant, je vais peut-être pas me remettre un coup sur l'estomac, sachant qu'on allait dormir juste après. Je suis allée me coucher en étant à peu près sereine. Donc, l'épisode, en fait, s'est à peu près bien passé. Mais ça s'est aggravé dans les jours qui ont suivi où du coup, le lendemain, ça allait déjà nettement moins bien et le surlendemain encore moins. Où du coup j'avais de nouveau peur de sortir, j'avais peur de manger. J'ai pas mangé, quasiment pas mangé les 2 jours qui ont suivi, par peur de revomir. Du coup le jus de tomate c'est proscrit, hein, c'est clairement genre, même si j'adorais ça, c'est ciao, j'en mangerai plus. Ah oui d'ailleurs, par rapport aux aliments qui sont proscrits, il y a déjà des aliments qui sont proscrits de base dans mon alimentation, c'est des aliments qui peuvent déjà potentiellement, dans ma tête, te rendre malade. Mais il y a des choses complètement idiotes. Par exemple, je sais qu'une des dernières fois où j'ai vomi, donc ça date, il y a très longtemps, c'était il y a peut-être 10 ou 12 ans, je crois. J'avais eu une gastro et la dernière chose que j'avais mangé c'était du riz et du coup je n'ai pas pu, j'ai vomi du coup le riz que j'avais mangé et je n'ai pas pu remanger de riz pendant 6 ou 7 ans. Mais genre vraiment pas un seul grain. Rien que le fait de le voir, de le sentir ou de le toucher quand je faisais le ménage par exemple, que j'essuyais au fond de l'évier, ça me dégoûtait. Enfin, ça me donnait une sensation d'angoisse. J'avais l'impression que je touchais des asticots, c'était pareil quoi. Et ça a duré pendant 6-7 ans. Et j'ai remangé du riz le lendemain. J'ai revomi, donc au bout de, je sais plus, il s'était aussi passé entre les deux peut-être 6 ans. Et j'étais trop, en fait, pareil comme la dernière fois là où j'ai vomi, j'étais trop dans ce truc de c'est bon et tout, ça s'est bien passé maintenant, j'ai plus peur de vomir, etc. Comme là, il y a quelques semaines où du coup après ça, j'étais de nouveau toute bien, toute fière de moi et tout ça. Et heureusement j'ai remangé du riz tout de suite derrière, ce qui fait que du coup je me suis rendu compte que ça me rendait pas malade, parce que c'était pas le riz qui m'avait rendu malade, c'était la gastro. Et du coup j'ai pu recommencer à intégrer le riz à mon alimentation. Et voilà, et donc après j'ai plus été malade jusqu'à là, il y a quelques semaines. Et là maintenant c'est parti avec le jus de tomate. Ah oui, non, la dernière fois que j'ai vomi, du coup, j'avais mangé des lentilles la veille. Donc pareil, les lentilles, c'est un truc que je peux plus manger parce que ça m'a écœurée de fou d'avoir la vision des lentilles dans le fond de mes toilettes. Bref, désolée pour les détails. Hein. J'avais prévenu que cette vidéo, elle allait pas être franchement ragoûtante. Hein. Mais bref, même si ça s'est très bien passé, du coup, c'était compliqué les jours qui ont suivi. Et il y a beaucoup de choses que j'ai eu du mal à refaire. Donc comme dit, par rapport à l'alimentation, ça peut être con, mais j'ai du mal à reporter les vêtements que j'ai portés ce jour-là. Surtout les chaussures parce que forcément quand la première chose que tu vois c'est tes pieds et je revois en fait les chaussures que je portais à ce moment-là et mon pantalon et psychologiquement c'est difficile de le reporter parce que ça me remet dans la situation, visuellement ça me remet dans la même situation. Pareil, reprendre la voiture après c'était super anxiogène, j'ai dû me mettre un coup de pied au cul pour refaire ces choses-là rapidement et pas laisser ça se tasser parce que après c'est des choses qui malheureusement deviennent ancrées en fait, s'ancrent dans ton esprit et qui te bloquent après. Je sais que genre mes chaussures j'ai réussi à les remettre depuis, mais j'ai eu du mal. Ça paraît idiot dit comme ça, j'ai l'impression d'être complètement folle en fait, mais voilà, tout est tellement, en fait t'es tout le temps en train de tout calculer, paramétrer, visualiser, analyser, scénariser, que tout devient anxiogène. C'est éprouvant, vraiment c'est fatigant. Et justement, dans ces moments-là, ton cerveau, il est d'autant plus en alerte et dans l'analyse de ce qui t'a rendu malade et tout ça. Et du coup, il mémorise en fait chaque petit détail. Donc tout devient ensuite potentiellement la cause de ton vomissement, alors que non, c'est pas le fait d'avoir porté ces chaussures qui m'ont fait vomir, non, c'est pas le fait
d'avoir porté ce pantalon-là qui m'a fait vomir. C'est le fait que, voilà, il y avait la route, il y avait le fait d'avoir mangé trop acide, le fait de me sentir mal en voiture. Enfin, bref, c'est un tout. Et voilà, c'est tout. C'est une situation. C'est pas parce que je vais le refaire derrière que ça va arriver à nouveau. Mais ça, pour se le sortir de la tête, c'est compliqué. Je vais pas non plus trop m'éterniser sur le sujet parce que je pense que j'ai dit le principal. En tout cas, ce qui m'importait, c'était surtout de faire passer le message et d'expliquer aussi aux personnes qui ne sont pas confrontées à cette phobie-là ou qui sont pas confrontées à une phobie, en fait, qui soit un réel handicap dans la vie de tous les jours, que non, ce n'est pas de l'exagération, non, ce ne sont pas des gamineries ou une recherche d'attention, pas du tout. En général, justement, on essaye de cacher ce genre de choses parce qu'on en a honte, parce que c'est vraiment, je le redis encore une fois, un handicap dans la vie de tous les jours. On aimerait sincèrement ne pas avoir à vivre avec cette peur-là, du moins ces phobies-là, les phobies sociales, soit, je sais pas, la phobie scolaire, la phobie sociale, la phobie de vomir, bref, toutes les phobies qui ont un impact directement sur ta vie en société. Non, ce n'est pas une façon de se rendre intéressant ou d'essayer de chercher l'attention, pas du tout. C'est vraiment un problème, c'est vraiment terrible de vivre avec des peurs comme ça, qui sont irrationnelles et qui sont constantes, peu importe que tu dormes pas, parce que je fais des cauchemars aussi par rapport à ça, que tu sois seule, que tu sois accompagnée, peu importe le moment dans l'année, que ce soit en été parce qu'il fait trop chaud, que tu as peur de choper une insolation et de vomir, le fait d'être en automne parce qu'il y a de nouveau la gastro et donc du coup tu as peur de la choper et de vomir, les fêtes parce que tu manges beaucoup et tu as peur qu'en mangeant beaucoup tu vomisses, le printemps parce que, je sais pas, bref, il y a tellement de situations, le fait de prendre l'avion, les transports en commun, les maladies, le contact avec les autres, le fait de croiser beaucoup de monde, des transports en commun parce qu'il y a toujours plein de bactéries, de microbes, etc. Tout est anxiogène, tout est potentiellement à risque, tout peut te conduire à être malade, à vomir, donc du coup c'est une horreur de vivre avec cette phobie, je pèse mes mots. Je veux quand même apporter un petit peu de légèreté à tout ça, c'est que je pensais réellement, j'étais à un stade quand j'étais adolescente, que ça n'irait jamais mieux. J'en arrivais à me laver les mains peut-être 50 fois par jour, j'avais des crevasses sur les mains, je saignais des mains parce que je me lavais les mains de façon extrême pour éviter d'avoir des germes sur, des microbes sur mes mains pour pas tomber malade. Et tout le monde me disait mais arrête de te laver les mains autant, plus tu te laves les mains, plus t'as des chances d'être malade parce que tu détruis nanana, les bonnes bactéries, blablabla. Et ça m'angoissait encore plus en fait. C'est un toc, c'est pas comme si on pouvait le contrôler. Moi c'était quelque chose qui était, comme c'était indiqué avant dans l'article, je sais plus quel mot a été employé. C'est ce qu'ils appellent des défenses contraphobiques complexes et lourdes de conséquences, c'est ce qui a été dit. C'est des symptômes du coup psychiques constants. Et c'est des rituels en fait que tu essayes de mettre en place pour te rassurer et pour pouvoir vivre en fait tout simplement avec cette phobie-là. Donc ne jugez pas les gens, essayez de les soutenir, de les rassurer, soyez bienveillants quand vous êtes face à une personne qui souffre autant, parce que ça se voit que la personne souffre. Tu te laves pas les mains 50 fois par jour au point de saigner et de pisser le sang par plaisir, parce que ça fait extrêmement mal aussi. Tu te restreins pas dans ce que tu manges et dans tes activités par plaisir non plus. Moi j'aimerais bien par exemple aller au Japon, aller aux États-Unis, aller en Australie, etc. Mais l'avion c'est super anxiogène pour moi parce que j'ai peur de vomir, et le fait d'être malade en avion, je veux dire, on n'a pas la possibilité comme en voiture de pouvoir sortir et prendre l'air. Si t'es malade en plein milieu et qu'il te reste 12 heures de trajet, tu fais comment? Tu fais pas en fait, tu dois gérer, et juste c'est pas possible en fait de gérer un aussi gros trajet avec cette peur-là. Donc oui, c'est un réel problème, c'est un réel blocage dans ta vie. C'est chiant, c'est même au-delà de ça, c'est frustrant, c'est fatigant, c'est déprimant, c'est tout ce que vous voulez. Tous les adjectifs qualificatifs que vous pouvez trouver et qui sont négatifs, en fait, vous pouvez les mettre aussi dans cette case. On passe par à peu près toutes ces sensations et ces émotions-là. C'est une phobie qui est extrêmement invalidante et qui n'est pas spécialement prise au sérieux, même s'il y a quand même de plus en plus de thérapies et de professionnels de santé qui le prennent plus en considération. Il n'y a rien, selon moi, qui peut atténuer l'inquiétude, si ce n'est le fait de vouloir s'en sortir
et de mettre en place comme dit, des petits rituels, des petites choses qui vont vous rassurer. Pour ma part, ce qui m'a énormément aidée, c'est le fait d'être malheureusement reconfrontée à ma pire peur, c'est-à-dire de vomir et de me rendre compte que derrière, ça va, ça se passe quand même à peu près bien ensuite. Donc psychologiquement, de me dire qu'à chaque fois que ça arrive, même si c'est une fois tous les 6, 7, 8, 9 ans, que ça se passe bien, je suis rassurée quand ça arrive, même si c'est la chose dont j'ai le plus peur au monde. Et ce qui m'a aussi énormément aidée, c'est la thérapie, le fait d'en parler avec ma psychologue, avec ma psychomotricienne, les anxiolytiques aussi. Alors comme dit, une fois de plus, je fais pas l'apologie des médicaments, mais le fait d'avoir un traitement anxiolytique ou pour la dépression, enfin bref, ou pour les troubles anxieux, ça peut aussi énormément aider parce que quand on est moins anxieux déjà, on a moins envie de vomir, et quand on a envie de vomir, si on a un traitement qui empêche d'être trop anxieux, c'est aussi bénéfique dans ce sens-là. Donc ça peut aussi aider, le traitement médicamenteux peut aussi aider, même si c'est pas forcément ce que je préconise en premier. Il y a aussi des thérapies qui sont faites pour ce genre de problématiques. Je pense à tout ce qui est thérapie comportementale, l'hypnose, voilà, ce genre de choses. L'acupuncture aussi peut aider, les médecines douces. Enfin, chacun et chacune de trouver la solution et ce qui pourra l'aider pour aller mieux. En tout cas, je vous invite vivement, si vous êtes atteint de cette phobie, de consulter et de parler de cette phobie, parce que c'est réellement plus qu'une peur et plus qu'un... Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir des répercussions et des conséquences assez dramatiques sur votre santé, sur votre santé mentale et physique, et sur votre vie en règle générale, que ce soit sociale, professionnelle, scolaire ou que sais-je. Faut y croire, je suis intimement convaincue qu'on peut s'en sortir, peu importe le degré de peur et peu importe le degré la façon dont vous êtes atteint et atteinte. Moi, j'y croyais pas quand j'étais plus jeune, je pensais pas que j'arriverais à aller mieux par rapport à ça, même si on me jurait le contraire, mais bref, c'est toujours pareil quand on vous dit que ça ira mieux plus tard, c'est bien, mais déjà plus tard, c'est pas tout de suite, et en plus, c'est pas parce que toi ça va mieux que moi j'irai mieux aussi, mais je reste intimement convaincue qu'on peut s'en sortir, que si on veut s'en sortir, si on veut profiter de la vie, si on veut faire passer le fait de profiter de la vie avant sa phobie, si on le veut vraiment au plus profond de soi, à un moment donné on y arrive, du moins ça se travaille et on peut arriver à prendre le pas, je pense, sur cette peur. En tout cas, je veux y croire, moi j'y crois. Ça va quand même nettement mieux pour moi aujourd'hui. J'arrive quand même à aller au travail, à voir mes amis, à faire des concerts, à voyager, même si je prends pas l'avion et je fais pas 12 heures d'avion, j'arrive quand même à aller voir mon père dans le sud, donc à prendre l'avion, faire 1 heure d'avion, prendre la voiture, manger à peu près normalement, etc. Enfin voilà, j'arrive à avoir un rythme de vie et une vie à peu près agréable, même si c'est toujours là, on va pas se mentir, hein, c'est toujours là, toujours présent. Mais voilà, je suis sûre qu'en se battant et en voulant aller mieux, on peut le faire. C'est faisable, j'en suis sûre et certaine. Je suis sûre et certaine que n'importe qui me regarde aujourd'hui et qui est atteint de cette phobie ou d'une phobie sociale quelconque peut s'en sortir. Je veux y croire et j'y crois pour vous, et je vous envoie toute ma force et tout mon courage. Et si d'ailleurs vous voulez en parler, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Vous pouvez aussi venir m'écrire en DM ou venir sur le Discord pour en discuter, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par cette phobie ou par des phobies similaires. Donc n'hésitez pas à en parler. Ça fait aussi du bien de pouvoir extérioriser, de pouvoir... Oh, pardon, je coupe, mais il y a un écureuil juste en face de moi, il est tellement mignon. Voilà, ça a égayé ma journée. Donc je disais quoi? Oui, voilà, en parler, ça peut aussi énormément aider à se sentir moins seul, à se sentir moins jugé aussi, parce que comme dit, on est extrêmement jugé quand on a ce genre de phobie, ce qui est complètement idiot en fait, parce qu'on ne juge pas une phobie, on ne juge pas une maladie, un trouble quelconque, ça ne se fait pas, enfin c'est juste complètement con. Et c'est un manque total de bienveillance et d'intelligence, mais bref. Donc voilà, je voulais conclure en disant que faut y croire, qu'on peut tout surmonter. Une fois de plus, j'en suis réellement certaine. Je dis pas ça juste pour terminer ma vidéo sur une bonne note, c'est j'y crois vraiment. Et si t'es pas prêt ou prête à être dans cette optique-là, si tu te sens pas prête à guérir, ou si tu n'y crois pas encore, c'est ok aussi. Moi pendant longtemps j'y croyais pas, et c'est ok. Chacun son cheminement, chacun sa façon de voir les choses et de guérir et d'entamer la guérison. Ça fait pas de toi quelqu'un de moins courageux, au contraire. Je pense qu'il y a rien de plus courageux que de se battre
contre soi-même finalement, parce que c'est un peu ça, hein, c'est totalement se battre contre, j'allais dire son cerveau, mais lui ici en quelque sorte, c'est un combat constant que tu mènes contre toi-même et contre tes peurs, contre des choses qui sont irrationnelles. C'est pas que des choses qui n'existent pas, mais c'est des choses qui sont pas perceptibles aux yeux des autres et qui sont pas tangibles. Et c'est quelque chose qui est là H24, 7 jours sur 7. Et bah, je trouve que c'est super courageux en fait de réussir à aller de l'avant et à vouloir guérir, à vouloir s'en sortir et à se battre contre tout ça. Bah pour moi, c'est les personnes les plus fortes en fait. Et se battre contre soi-même, c'est le plus grand combat qu'on puisse mener. Tout simplement, j'ai rien de plus à dire. Du coup, je vais m'arrêter là. Je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo parce que c'est vrai que j'étais... je me sens pas super... je sais pas comment dire. J'étais pas, comme je disais tout à l'heure, enjouée comme d'habitude quand je tourne. Et j'espère que ça se ressentira pas trop dans la vidéo, même si j'ai l'impression que même le ton de ma voix et la façon dont je m'exprime sont nettement moins agréables que d'habitude. On verra la gueule qu'aura la vidéo au montage. Si vraiment j'estime qu'elle est pas bien, bah peut-être que je ne la sortirai pas ou peut-être que je la retournerai. Je sais pas. Après, je pense aussi que c'est important de pas jouer un rôle et d'être sincère. Voilà, je tourne cette vidéo et je suis pas forcément au top de ma forme et ça fait aussi partie de ça. Ma chaîne YouTube, elle est pas là juste pour montrer les bienfaits de la guérison et tout ça. Il y a des jours où ça va pas et puis bah, c'est pas une raison pour pas le montrer. Au contraire, j'ai tendance à vouloir être extrêmement transparente justement pour montrer que bah, la santé mentale c'est pas quelque chose de linéaire, la guérison c'est pas quelque chose de linéaire et c'est ok aussi d'aller moins bien et c'est pas pour autant que il faut le cacher et ne pas montrer quand ça va moins bien. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop chiant, pas trop rébarbatif et bah, j'espère que cette vidéo en tout cas elle aura pu éclairer certaines personnes qui ne savent pas, enfin qui ne savaient pas ce qu'étaient réellement les métophobies et que bah, pour toutes les personnes hémétophobes qui me regardent, que ça a pu un peu vous aider, vous rassurer. En tout cas, moi je vous soutiens à 1000%, je suis là si vous avez besoin de parler. J'ai pas la science infuse, je suis pas psychologue, mais étant moi-même concernée et de façon sévère, je pense que je pourrais en tout cas largement en discuter avec vous et témoigner de ce qui a pu m'aider, ce qui au contraire ne m'aide pas, etc. Enfin voilà, si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas. Si parler ça peut vous aider, n'hésitez pas non plus à venir me parler ou encore une fois à venir parler dans le Discord qui est toujours dans la description ci-dessous. Je pense que je vais vous laisser là-dessus du coup et vous dire que bah, je suis fière de vous. Si vous êtes là et que vous êtes concernés par tout ça, que ce soit par un quelconque problème vis-à-vis de votre santé mentale, par une phobie, un trouble ou quoi. Hello, il y a quelqu'un qui est passé devant ma fenêtre. Hello, it's me. Donc je termine cette vidéo en vous disant que je suis extrêmement fière de vous, que vous êtes tous très courageux et peu importe ce que vous traversez, que ce soit l'hémétophobie ou n'importe quelle autre phobie, ou un trouble quelconque, ou une pathologie mentale ou physique, quelle qu'elle soit, vous êtes fort et il n'y a pas de raison que ça aille pas mieux un jour. Moi je veux y croire, j'y crois pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à y croire, moi j'y crois pour vous. En tout cas, n'hésitez pas du coup à commenter sous la vidéo si vous avez des sujets de vidéo que vous aimeriez que j'aborde, si vous avez des choses à dire par rapport à l'hémétophobie ou n'importe quelle autre phobie sociale ou n'importe quel autre trouble, je viendrai répondre dans les commentaires. Aussi n'hésitez pas à vous abonner du coup pour suivre toute l'actualité de ma chaîne. Vous pouvez liker, etc., partager la vidéo si le cœur vous en dit. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye! J'ai quand même de la chance parce que c'est la mode maintenant de se maquiller des cernes. Sauf que moi je suis réellement née avec des cernes. Donc je suis à la mode depuis que je suis née en fait. Ciao!